Shalom à tous, nous sommes dans la période de Yom HaAtzmaut et on avait envie aujourd'hui d'explorer des rabbinim et des penseurs de la tradition séfarade et de leur rapport au sionisme et au retour du peuple juif sur sa terre. On a souvent l'impression que le sionisme serait un mouvement relativement récent, fin 19e siècle, parfois laïque, ou d'autres diront qu'il y a des grands penseurs ashkénazes comme le Rav Kook, etc., qui ont donné une place à la dimension sioniste dans la Torah. Mais en fait, ce qu'on va essayer de démontrer aujourd'hui avec le Rav Yitzhak Shuraki, c'est la centralité et la place de cette dimension-là du retour de Géoula dans la pensée de nos grands sages séfarades. Shalom Harav. Shalom, shalom. On est très heureux de vous avoir. Alors, dites-nous un petit peu quels sont les grands penseurs et les grands sages et à quel point cette dimension-là était centrale chez eux. Oui, alors avant de parler des grands penseurs et des noms eux-mêmes, d'abord, je crois qu'il faut commencer par une notion du fondement de la relation qu'on a vis-à-vis d'Israël, du retour en Israël, et donc nécessairement du sionisme dans sa dimension politique et plus moderne. On a effectivement souvent l'impression que le sionisme est un mouvement moderne, parfois même certains diraient européen. J'étais dans une commission où on parlait justement du sionisme séfarade. On disait non, le sionisme ne peut pas être séfarade. Pourquoi ? Parce que le sionisme, c'est un mouvement européen, pour dire. Donc ils avaient mis dans la définition du mot sionisme européen. Du coup, donc les séfarades, les pays qui ne sont pas européens, sont exclus de tout ça. Alors, on a souvent cette impression-là, que le sionisme est dans une mouvance moderne, politique, et dans les différentes luttes pour les indépendances, le nationalisme en Europe, alors qu'en fait, si on analyse de manière plus profonde, on conçoit que ce retour à Sion, Shivat Sion, la volonté de faire progresser la Géoula, à la fois en revenant en Eretz Israël, mais à la fois en essayant de développer dans toutes les dimensions que peut prendre le retour, c'est-à-dire pas simplement spirituel, mais aussi politique, économique, social, dans tous les aspects du retour d'un peuple sur sa terre ancestrale, eh bien, les Chachamim Sfaradim ont toujours été là, on pourrait même presque dire, étaient presque les initiateurs de ce grand mouvement, parce qu'ils ne l'ont jamais quitté. Il y a quelques années, quelqu'un avait écrit un livre qui s'appelait Noladtem Tzionim. C'est-à-dire que vous êtes nés, c'était le mouvement sioniste qui parlait, vous êtes nés déjà, de manière naturelle, pas par le fait d'adapter et d'essayer de recevoir différents mouvements de nationalisme à l'image des mouvements européens, mais quelque chose de totalement organique, harmonieux, qui constitue la tradition elle-même. Et sur ce point-là, c'est quelque chose d'important pour ouvrir le sujet, parce que très souvent, quand on représente le sionisme comme justement un mouvement moderne, alors après on se place là-dessus. Il peut y avoir un sionisme laïque qui dit, nous, on construit cette progression vers Israël, le développement national, l'État d'Israël, sur la coupure, la fracture qui se sépare de la galoute, qui se sépare de la tradition, qui se sépare de toute la vie juive dans la diaspora. Puis on peut avoir une autre position, celle qui dit au contraire, nous si on voudrait nous en séparer, on se cramponne, presque je dirais on se crispe autour d'une conception de la galoute, de l'étude juive dans la galoute, de la tradition telle qu'elle a été vécue dans la galoute, et presque même on l'amène en Israël, puisqu'on aura différents endroits, qui seront appelés en Israël, suivant des noms de villes ou de villages de Pologne ou d'ailleurs. Et on pourrait avoir aussi une autre position. La position, par exemple, vous avez évoqué le Rav Kook qui dit il faut essayer de trouver, dans la tradition, le rapport au retour en Israël, mais malgré tout, qui donne une grosse place à la brisure, qui donne une grosse place, à la révolution que représente le renouveau que retourne en Israël. Il y a même, qui va presque plus loin dans la pensée du Rav Kook, il y avait Shachal, le Rav Shmuel Chaim Landoy, qui disait à Mered Akadosh. Ça va très loin dans l'idée du Mered. Il y a la notion de Mered, et qui, encore une fois, se sépare du shtetl, de la vie juive telle qu'elle a été vécue pendant des années en galoute. Sur ces trois propositions, je dirais, la conception des Chachamim Sfarad est différente. Pour une raison très simple, c'est qu'ils sont, à 100% pour le retour en Israël, pour le développer. Je vais en donner quelques exemples tout de suite. Mais en même temps, sans aucune conception de brisure ou de séparation ou de coupure par rapport à toute la tradition. Plus encore, c'est le plein accomplissement de siècles de prières pour retourner à Sion, d'œuvres pour essayer de proposer l'Aliyah, leur entrée en Israël et développer en Israël de manière nationale et concrète, qui font finalement, de manière totalement harmonieuse, le fait de suivre, de contribuer et parfois même d'initier l'avancée sioniste en Eretz Israël. Ça paraît en effet assez naturel et authentique quand on connaît un petit peu la
nos textes, nos prières, que ce soit, prenez les Chadodi qu'on lit chaque vendredi soir, où on parle de Jérusalem qui va renaître de ses cendres, etc., ou toute prière, le Birkat Hamazon, où venez Yerushalayim pour reconstruire Jérusalem, rassemble les exilés, etc., où toute personne qui a ouvert le Tanakh sait à quel point la dimension de peuple, de retour est centrale. Et donc, finalement, vous dites, dans la tradition des sages séfarades, cette authenticité et ce naturel est resté est totalement resté quand le mouvement sioniste qui s'est plus développé avec, comment dire, tous ces initiateurs et ceux qui l'ont développé, comment dire, d'Europe et d'ailleurs, eh ben, les Chachamim Sfaradim a quasiment la majorité absolue. On pourrait compter sur les doigts d'une main ceux qui ont eu des restrictions, qui ont été un petit peu plus frileux par rapport au mouvement sioniste. Là, on a dit, mais c'est formidable. Alors après, chacun a essayé de présenter d'une certaine ou d'une autre manière les différents aspects sur lesquels il faudrait plus travailler ou développer, mais d'une manière générale, le mouvement sioniste était vu, et ensuite l'établissement d'État d'Israël et toute la suite de l'histoire d'Israël comme quelque chose qui est de manière manifeste l'action d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. On n'a jamais envisagé des opinions du genre, je dirais dans la branche extrême de Satmar, où c'est Satan. Il y a des choses positives qui se déroulent, mais ces choses positives, c'est une manière de nous tromper par le Satan. Enfin, quelque chose d'assez... pour être à la mesure de l'ampleur des événements extraordinaires, il fallait aussi une théorie extraordinaire, mais assez particulière, celle du mouvement Satmar. Alors, pour revenir, vous avez évoqué les Chadodi. Qu'on prie tous les Shabbats. Ce qui est très, parfois, même on pourrait dire presque triste, c'est que beaucoup de Juifs continuent à chanter tous les Shabbats les Chadodi, mais ont perdu la force justement de renouveau qui se trouve dans les Chadodi. Alors, le Shabbat l'apporte, puisque tous les Shabbats, les Chadodi nous a fait accueillir la reine du Shabbat, et donc qui, au niveau temporel, le Shabbat représente pour notre semaine une sorte de retour pas physique et géographique à Sion, mais avec la présence d'Akadosh Baruch Hu, la reine du Shabbat. Mais dans la pensée de Rabbi Shlomo Elkabetz, au XVIe siècle, quand il écrit les Chadodi, eh bien, il a pas simplement l'idée du Shabbat, mais il a l'idée du retour en Eretz Israël réellement. Et c'est ce qui est le sens simple du texte. On parle de Yerushalayim, on parle du retour de la Shekhinah qui remonte. Mais cet événement-là suit un élément extrêmement important que parfois certains ne connaissent pas et que, avec votre permission, j'aimerais évoquer. C'est le moment dans lequel, à la fois Rabbi Shlomo Elkabetz et Rabbi Yosef Karo, donc deux des plus grands, Rabbi Yosef Karo, c'est Maran, celui qui a écrit le Shulchan Aruch, le code qui jusqu'à aujourd'hui régit tout l'ensemble du Ham Israël, et Rabbi Shlomo Elkabetz, grand poète, mais aussi grand kabbaliste, et aussi un commentateur du Tanakh, qui a écrit dans beaucoup de sujets de la Halacha aussi. Rabbi Shlomo Elkabetz et Rabbi Yosef Karo étudient en Chutz-Laretz, suite à l'expulsion d'Espagne. On est en 1533 à Adrianopol, en Turquie. Et ils sont en train d'étudier. Alors, et le soir de Shavuot, il y a une description assez, presque effrayante, en tout cas extraordinaire, de la soirée de Shavuot. Pourquoi ? Parce que Shavuot, on a l'habitude de rester éveillé toute la nuit. D'ailleurs, là-bas, ils décrivent comme ça, c'était une veillée très, très restreinte, puisque le premier soir de Shavuot, on est en Chutz-Laretz, il y a 2 jours de Shavuot, le premier soir de Shavuot, ils n'ont même pas minyan. Et ils étudient le tikkun, des textes qu'il faut lire, et ensuite la Mishnah. Et Rabbi Yosef Karo, donc Maran, qu'on prend tout le temps que pour un grand décisionnaire, un possèque de halakha simplement, alors qu'il était, aussi, à côté de ça, non seulement un grand tzaddik, un hassid, Rabbi Shlomo Elkabetz l'appelle hassid, mais un grand kabbaliste, à la visite d'une révélation d'un malach. À force d'étudier la Mishnah, c'est moi la Mishnah qui apparaît de ta bouche et qui te révèle certaines choses. Il écrit tout un livre que sur ce sujet-là, Magid Mesharim, dans lequel Rabbi Yosef Karo raconte ce qu'il a reçu comme, inspiré, dévoilement de ce malach. Mais là, c'est un dévoilement assez surprenant parce qu'il est difficile, puisqu'il leur dit c'est formidable, vous avez étudié, vous êtes là, etc. Toute la soirée, vous ne pouvez pas savoir ce que vous avez fait comme tikkunim dans les mondes supérieurs avec votre étude. La Shekhinah elle-même est venue vous écouter. Enfin, c'est quelque chose de merveilleux. On s'attendrait à ce que c'est très bien, mais ça se termine de manière assez violente. Il dit mais qu'est-ce que vous faites en Chutz-Laretz, en dehors d'Israël? La Shekhinah vous attend, Be'echal HaMelech. Vous êtes ceux qui avaient la possibilité de rentrer dans le palais du roi, et vous êtes encore là. Et maintenant que vous êtes arrivé à ce niveau-là, prenez vos affaires et montez en Eretz Israël. C'est quelque chose d'assez surprenant parce que ça se finit par une sorte de remontrance sur le fait d'être en Chutz-Laretz. Ils sont les deux très impressionnés.
la suite de l'histoire est que le deuxième. Alors, nous, les gens, quand ils sortent de la veillée de Shavuot, ils pensent aller dormir. Ils passent la journée de Shavuot au lit. Ouais. Alors que là-bas, c'est pas comme ça que ça se produit. Rabbi Yosef Karo, ils font la tfilote le matin. Ensuite, il y a un limoud, il y a la dracha de Rabbi Yosef Karo toute la journée. Rabbi Shlomo Elkabetz raconte qu'ils n'ont pas dormi toute la journée. Ouais. Et le deuxième soir, nouvelle veillée. Donc, il n'y a pas une seule veillée. Ouais. Nouvelle veillée. Ils arrivent. Alors là, c'est tellement de Kedusha, ils ont réussi à rassembler un minyan. Donc, le niveau est encore plus élevé. Ils attendent même pas d'être arrivés à la Mishnah. C'est le moment où cette révélation arrive. Et là, il revient et il leur dit, mais qu'est-ce que vous faites encore là? On se dit, il attendait quoi que pendant le Yom Tov, pendant la fête, il parle d'Israël. Qu'est-ce que vous faites encore là? Et il leur dit des choses assez violentes. Si vous me permettez, je vous lis juste les derniers mots de cette phrase-là. Donc ça, c'est la deuxième révélation où il redemande de venir en Israël. Il dit la chose suivante. C'est ramené dans le Shlash, Neluchot Aberit, qui raconte toute la description que le Rabbi Shlomo Elkabetz a laissée par écrit et qui nous est restée ici. Ou qui atem shikorim mehemdat haolam. Quelque chose d'assez surprenant quand on pense aux géants de la Torah que sont Rabbi Yosef Karo, Rabbi Shlomo Elkabetz. Vous êtes encore ivres des plaisirs du monde. Hakitsu shikorim, réveillez-vous. Ki hine yomba veyasir adam et elile kaspo ou meodav be'anaot haolam. On doit faire abstraction de toutes les plaisirs de ce monde, toutes les richesses, les idoles d'argent. Vous êtes encore en route la reste parce que vous voulez faire de l'argent. C'est comme surprenant. Va'alou l'eret Israël. Ki yesh le'el yadechem rak shatem mutba'im betit hemdat tevel va'abalav. Vous devriez monter en Eretz Israël, mais vous êtes encore à votre confort en route Laaretz, à essayer de voir comment rester là-bas. On sait qu'à cette époque-là, Rabbi Yosef Karo est déjà en train de rédiger sur le Bet Yosef, donc sa grande œuvre qui commence là-bas. Et pourtant, c'est ça ce qu'il remonte. C'est quelque chose qui les remue totalement. Et à l'époque, au XVIe siècle, partir en Eretz Israël, c'est vraiment partir dans une terre désertique. Alors, il faut malgré tout, il faut redire un petit point là-dessus. Je vais y arriver tout de suite. Mais en tout cas, suite à cet élément-là, chacun, pas exactement ensemble, l'un après l'autre, monte en Eretz Israël. Et c'est de là que va être, alors Rabbi Shlomo Elkabetz à Tzfat, les Chadodi, puisque le Chadodi a été écrit de Tzfat comme étant justement l'aspiration à la Géoula qui se réveille lorsque le Shabbat arrive. En voyant le Shabbat rentrer, on attend pas simplement Malkat à Shabbat, la reine du Shabbat, mais aussi le Mashiach qui ramène les exilés, et Rabbi Yosef Karo qui aussi arrive à Tzfat et qui va finir avec le Shulchan Aruch et ce qu'on connaît de l'âge d'or de Tzfat. Mais pourquoi c'est quelque chose de si particulier ce point-là? Et parce qu'en comprenant cet élément-là, et on le sait dans d'autres passages du Maggid Mesharim, l'intention de Rabbi Yosef Karo était, à travers son œuvre de Halacha, d'écrire l'œuvre qui va pouvoir être acceptée par l'ensemble du Ham Israël, puisque la Géoula doit arriver de manière très proche, vous êtes en train de réveiller la Shekhinah pour la refaire vivre, et donc du coup, il faut maintenant quelque chose qui rassemble Séfarad Ashkenaz. Quand on était en Chutz Laaretz, on pouvait avoir différentes communautés, différents minagim, mais voilà l'œuvre qui va avoir cet effet. C'est dans une optique de Géoula que Rabbi Yosef Karo écrit ça. Et alors on vous dit, mais en Israël c'était encore désert, etc. Sauf que, et c'est là où ça devient très intéressant, c'est que cette histoire-là commence encore un peu avant. Un peu avant, c'est que dans la conception des Chachamim, et de ceux qui ont vécu le moment de l'expulsion d'Espagne, 1492, l'idée que tout d'un coup, un traumatisme terrible, où le peuple juif est renvoyé dans ces grosses masses, en perdant ses richesses, puisqu'ils ne pouvaient pas sortir d'Espagne, rien de toute leur valeur, a été perçu par les Chachamim comme étant le début de ce qui annonçait, comme la sortie d'Égypte pour entrer en Eretz Israël, la sortie d'Espagne pour retourner en Eretz Israël. Et ça a été perçu de différentes façons. Ça n'en est qu'une, celle de Rabbi Yosef Karo, puisque lui, il était tout enfant encore au moment de l'expulsion de l'Espagne. Il est né en 1488. Mais par beaucoup de Chachamim qui ont vu ça, on dit mais il faut maintenant essayer de voir comment peupler le pays d'Israël. Et notamment par des figures majeures, qui, à mes yeux, sont les fondateurs, je dirais. Lorsqu'on dit qui est le José à Médina, le visionnaire qui a vu la Médina, tout le monde va dire Herzl, c'est lui qui a eu le vignon. À Bâle, j'ai vu la vision de l'État d'Israël. Ce qui est vrai, sans lui enlever aucun mérite dans sa pensée, mais c'était bien avant. Parce qu'à l'expulsion même de l'Espagne, eh bien, on a des Chachamim et des personnalités très importantes qui envisagent le fait que maintenant, il faut en profiter pour retourner en Eretz Israël. Et non seulement les Chachamim, du côté juif, c'est perçu comme ça, mais même du point de vue de l'Empire ottoman, eh bien, il y a un appel à revenir en Israël. Donc, toutes les dimensions étaient là. J'allais dire, même au niveau chronologique, au niveau de la date, ça, c'est quelque chose qui est moins connu. Je ne sais pas si vous savez, qu'est-ce qui s'est passé le 5 Iyar ? Alors tout le monde va dire, le 5 Iyar, Yom HaAtzmaut. Oui, c'est vrai, c'est la création de l'État d'Israël. Mais bien avant le 5 Iyar, en 1492, le 31 mars, le décret a été signé de l'expulsion d'Espagne. Il devait avoir lieu
dernière date pour partir d'Espagne, c'était le 31 juillet. Ce qui d'ailleurs, avec quelques jours près, on tombait sur Tisha B'Av. Avant, et on a adopté Tisha B'Av, l'expulsion d'Espagne. C'est pas exact, mais c'est à peu près cette date-là. Très bien. Mais le 31 mars, toutes les communautés d'Espagne n'ont pas reçu le décret. Il fallait l'envoyer encore, la missive qui interdisait aux Juifs d'Espagne. Les communautés les plus lointaines de là où a été signé le décret, qui ont reçu ce décret d'expulsion, l'ont reçu un mois après, qui tombait au 31 avril, qui tombait la veille du 5 Iyar, c'est-à-dire le 4 Iyar. Ce qui veut dire qu'en fait, le 5 Iyar, c'était la date première où l'ensemble du peuple juif d'Espagne aurait pu commencer à partir pour pouvoir rentrer en Eretz Israël. C'est quand même intéressant qu'on tombe sur la même date. Et les Chachamim ont perçu ça comme étant un moment dans lequel on se dit, ben voilà, le pays d'Israël, on doit y retourner. Et ça va tellement loin qu'il y a même eu une fatwa du Shah al-Islam, à l'époque c'était Constantinople, avant Istanbul, de l'Empire ottoman, donc celui qui dirigeait l'ensemble de l'islam dans l'Empire ottoman, pour rappeler les Juifs en leur disant « mais vous pouvez venir maintenant au contraire ». Pour quelle raison ? Parce qu'il y a une personnalité extraordinaire, et c'est celle-là qui, à mes yeux, est la visionnaire de l'État d'Israël, la première, disons, qui a fait ça de manière comme ça, c'est Dona Gratia. Donc c'est pas Herzl, c'est une femme, et c'est une, une ancienne marane, puisqu'elle vit dans le début de sa vie, Portugal, ne connaissant pas son identité juive, et petit à petit elle revient à son judaïsme. C'est une histoire extraordinaire, on n'aurait pas le temps de la dérouler toute maintenant. La femme la plus riche d'Europe de son temps, et d'Europe, c'est-à-dire du monde en fait, de son temps, qui possède une banque, commerce international, des épices. On prenait des épices aux îles Moluques et en Extrême-Orient et on les ramenait comme ça pour des bénéfices de 1 pour 2000. Je veux dire, c'est des marges qui sont inimaginables. Elle tient tête à l'ensemble des souverains d'Espagne, d'Anvers, Venise, en Italie, etc. Elle tient tête au pape. On aurait découvert son histoire de manière incroyable. Elle fait le harem, l'excommunication. Oui, c'est plus que l'excommunication, sur le port d'Ancône, parce qu'il y avait eu, l'Église avait promis aux Juifs de venir s'installer pour pouvoir développer le port, mais le pape a changé et les suivants ont été persécutés par leur foi, alors qu'on leur avait donné liberté de culte pour pouvoir justement développer le corps. Et puis c'est comme ça, aucun de mes bateaux ira dans ce port. Dans ce port. On a un peu plus tard son neveu, qui est très important dans l'histoire, Don Yosef Nassi, qui a pris toutes ses affaires en main, lui qui fait qui sillonne toute la mer Méditerranée pour empêcher les bateaux d'Henri II de sillonner, parce qu'il avait pris le roi de France des dettes dans la banque justement de Yosef Nassi et de Nagratia, mais il s'est dit des Juifs, on peut emprunter, on n'est pas obligé de rendre. Il a dit, tant que la dette n'est pas revenue, c'est les dettes qui l'ont permis de faire toutes ces guerres, et bien les bateaux français seront là pour restituer la dette, et pendant plusieurs années, aucun bateau ne pouvait sillonner en Méditerranée. Ouais. C'est pour vous donner un peu l'ordre d'idée de l'influence. Et, grande bêtise du monde chrétien, ont voulu de plus en plus l'Inquisition s'approcher pour dire elle était chrétienne, elle s'est dit chrétienne, elle est revenue juive, elle croit, etc. Donc, on va mettre le grappin dessus, et surtout tout son argent. Elle a demandé la nationalité ottomane. Et le sultan a dit, mais c'est quelque chose d'incroyable. Quelle bêtise. Bien entendu, je lui donne une nationalité. Immédiatement, elle est intouchable, puisque autrement, c'est déclaration de guerre avec l'Empire ottoman. Elle est passée à Constantinople. Et alors là, c'est quelque chose de dire des mille et une nuits. On nous décrit avec 13 carrosses en or où elle arrive, elle distribue des pièces comme ça, en arrivant dans la ville, la première fois où elle débarque. Elle ouvre des yeshivotes, elle ouvre, elle soutient, non seulement les communautés, mais l'Empire ottoman, en appelant les Juifs à revenir. Mais ça ne s'arrête pas là. Jusque-là, on serait dans une histoire incroyable, qui d'ailleurs, c'est étonnant qu'on ne sait pas bien défendre nos valeurs. Avec la moitié de son histoire, on aurait fait des films à Hollywood pour raconter les grands faits. En tout cas, elle arrive, mais ça ne s'arrête pas là. Et elle dit, mais ça ne suffit pas tout ça. C'est très beau de sauver, de faire ce qu'on peut pour la communauté, pour les Juifs qui sont expulsés, mais c'est Israël, et c'est le retour du peuple juif en Israël. Et elle demande rien de moins que Jérusalem. Est-ce que Yerushalayim, elle veut racheter Yerushalayim au sultan? Là, le sultan lui dit, non, faut pas voir trop grand. Yerushalayim, c'est en dehors de ça. Et elle demande Tibériade. Et Tibériade est racheté à part de Nacasia, qui est un endroit, alors là, oui, qui n'a aucune valeur économique. Et elle voit déjà comment ramener les Juifs, créer une économie, créer une indépendance juive, les kfarim, les différents villages qui sont tout autour, développer l'agriculture et l'industrie. Alors à l'époque, c'était l'industrie de la soie et des tissus qu'elle voulait amener à Tibériade. Un rêve extraordinaire pour faire de Tibériade. Et elle est non seulement acceptée de ce point de vue-là
par le sultan. Mais en plus de ça, je disais, le cheikh al-Islam dit, mais oui, que tous les juifs reviennent, je vous appelle pour justement peupler Tibériade. Les juifs ne sont pas venus. Il y a eu des oppositions de différents pays qui voulaient s'opposer à la venue. Il y a plusieurs raisons qui expliquent comment, finalement, elle est morte surtout, sans avoir d'enfant. Et c'est son neveu Yosef Nassi qui a continué, mais qui a fait moins ça, est devenu duc de Naxos. Mais bon, c'est pas... Et l'histoire est tombée. Mais malgré tout, voilà, c'est important pour nous cet élément-là, parce que ça nous donne l'ambiance, ça nous donne l'atmosphère, ça nous donne l'état d'esprit qu'une femme qui revient à la Torah, puisqu'elle a vécu dans la première partie de sa vie jeune sans connaître la Torah, a reçu comme message. Voilà, l'expulsion d'Espagne, c'est revenir en Israël. Donc quand Rabbi Yosef Karo arrive, quand Rabbi Shlomo Elkabetz arrive, il rentre dans un état d'esprit qui est un état d'esprit très général. Je vous donnerai un autre exemple qui est très proche de celui-là. Rabbi Yaakov Berav vient d'Espagne, passe lui par l'Afrique du Nord cette fois-ci, pas par l'Europe, mais par l'Afrique du Nord, et arrive en Eretz Israël. Quand il arrive en Eretz Israël à Tzfat, qu'est-ce qu'il fait ? Il voudrait refonder la Semicha. La Semicha, c'est la possibilité pour les Chachamim, pour la Halacha, l'institution qui permet de trancher, et plus que de trancher, de créer la Halacha. Alors que là, on est dans une situation où on a une Halacha qu'on interprète. Alors que là, il y a une possibilité d'avoir l'indépendance pour pouvoir créer la Halacha. Eh bien, Rabbi Yaakov Berav veut initier cette idée-là. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, c'est le moment revenu en Israël où on a besoin maintenant de créer une institution juridique à la hauteur de l'ensemble du peuplement du peuple juif. Vous voyez que tout ça récemment. Et alors on pourrait dire, bon, alors il y a peut-être un élément isolé, un autre élément isolé. Et puis après, quand on commence à défricher et à entrevoir l'histoire et à essayer de connaître tous ces chachamim-là, on se rend compte que c'est pas du tout un cas isolé, mais que c'est l'ambiance générale de toute cette époque-là. Et ça, c'est très important. Et entre autres, pour quelle raison ? Dans la conception, alors je disais tout à l'heure, la conception sioniste laïque a présenté que maintenant il y a un renouveau, on se coupe de la galoute. Même l'expression, comment dire ça, c'est ma Tanakh la Palmar. On est passé, on a sauté toute cette époque sombre, ce moyenâgeuse, depuis le Tanakh jusqu'à la création de l'État d'Israël, et puis on laisse ça de côté. Or, c'est complètement faux. Du Tanakh jusqu'au Palmar, il y a eu les Chachamim, il y a eu bien entendu la Torah chez Balpé, du Talmud, mais ensuite, tout au long de l'histoire, avec des époques difficiles, les Chachamim qui ont non seulement alimenté l'envie de revenir à Tzion, mais en plus de ça, qui ont développé et agi pour y revenir. Et ça, on peut le voir à toutes les époques-là. Je voudrais vous donner d'autres exemples qui sont dans cette même veine. J'irais presque, on saute 100 ans, mais on pourrait aller de manière plus résolue. D'abord, pour avoir même quelqu'un qui voudrait approfondir cette étude-là. Vous savez qu'on parle de Aliyah Rishona, Aliyah Shnia, Aliyah Shlishit. En général, on commence l'Aliyah Rishona en 1882. En avant, et les Betamar. Betamar, c'est la gematria de Tafresh Mem Bet, et c'est l'Aliyah des Thémanim. Et ensuite, on parle de l'Aliyah Rishona, l'Aliyah Shnia, et etc., ainsi de suite. Et les gens qui sont montés en Israël avant l'Aliyah Rishona, c'est l'Aliyah 0, l'Aliyah -1, l'Aliyah -2. L'Aliyah n'a pas commencé un jour, en 1882, c'est très tardif pour l'histoire du peuple juif. On a des Aliyot qui ont précédé. Ouais. Que ce soit d'Europe, que ce soit d'Afrique du Nord, de partout. Les Talmidim du Baal Shem Tov, les Talmidim du Gaon de Vilna sont venus en Eretz Israël avant, au début du 19e siècle. Mais on a eu tout au long des siècles les Aliyot. Alors, pour quelqu'un qui voudrait approfondir, c'est très simple. Il suffit de chercher les Aliyot qui ont précédé les Aliyot Rishmiot, et vous en voyez presque chaque année, il y a des Chachamim, il y a des gens. Et alors après, commencez à creuser. Et vous trouvez des Chachamim, des choses, même qui ne sont pas, comment dire, tout le temps connues, et qui sont présentes, et qui sont là. Je vous donne un exemple. Rabbi Yaakov Hagiz, 1658, donc là, on est passé un siècle plus tardif, 17e siècle, monte de Fès à Jérusalem. Il institue à Jérusalem une yeshiva, Bet Yaakov. En général, Bet Yaakov, c'était une yeshiva qui était fondée par des donateurs d'Italie. Vous allez voir l'importance de ces donateurs par la suite. Et en tout cas, cette yeshiva-là fonde et enseigne, donc c'est un point très important d'ailleurs, à la fois le Kodesh, la Gemara bien sûr, et en même temps les Limudei Chol, c'est-à-dire la Shon, à l'époque c'était espagnolite, c'était la langue qui était parlée, le dino, Cheshbon, le mathématique, les refoua, je ne sais pas qui aurait voulu être guéri par ce genre en tout cas, on l'apprenait, la médecine, Tishboret, l'astronomie, la géométrie, l'astronomie. Voilà, à peu près tous les ans. Donc, un éventail très large de connaissances. Qui a étudié dans cette yeshiva ? Tous les Gdolim de Yerushalayim de l'époque. Entre parenthèses, pour les matières juives, juste pour des gens n'aient pas l'impression qu'il s'agit d'une yeshiva de faible niveau, ils connaissaient le Talmud par cœur. Ça, c'est juste pour dire la minima, c'est la base. Et on a le prix Hadash, Rabbi Chizkiya de Silva, le Hida lui-même qui va étudier dans un Gilgoul de cette yeshiva-là, mais d'autres rabbis, Rabbi Avraham Yitzhaki et d'autres, qui étudient tout ça. Qu'est-ce qui se passe à Yerushalayim ? Ce Rabbi Yaakov Hagiz meurt et a un fils qui s'appelle Rabbi Moshe Hagiz. Alors, ce sont de virulents opposants au mouvement Shabtai Tzvi, des grands lutteurs, et Rabbi Moshe Hagiz de Yerushalayim. Alors,
continue un peu le travail de son père. Son grand-père, du côté de sa mère, c'est le premier Rishon LeZion, Rav Magen, Moshe Galanti, et donc c'est le premier qui va se Rishon LeZion à la mort du Rabbi Yaakov Hagiz qui enseigne au Moshe Hagiz. Si je peux expliciter qu'est-ce que c'est que cette notion que Rishon LeZion. Rishon LeZion, alors qu'on peut en parler longuement, Rishon LeZion c'est très intéressant. Rishon LeZion dans l'Empire ottoman, c'est le premier citoyen de Tzion. C'est comme on dit aujourd'hui le président, c'est le citoyen numéro 1. Le Rishon LeZion, c'est celui qui jusqu'à aujourd'hui, quand on nomme les grands rabbins d'Israël, le rabbin séfarade avec une tenue d'apparat et qui est appelé Rishon LeZion. Le Rav Ovadia Yosef était appelé Rishon LeZion, après on l'a, etc. Aujourd'hui, c'est son fils qui est aussi Rishon LeZion. Rishon LeZion n'était pas un rôle simplement religieux ou rabbinique dans le sens religieux de la chose. Déjà, en soi, ça donne l'indice de quelque chose de beaucoup plus intéressant que simplement le titre rabbinique. Rishon LeZion était celui qui représentait, soit je dis citoyen numéro 1, qui représentait l'ensemble du Yishuv, l'ensemble de la communauté juive aux yeux des autorités ottomanes. Et de la communauté juive dans en Israël, dans l'endroit où il se communauté juive dans tout l'Empire ottoman. Dans l'endroit où il se trouve en Israël. Après, on a le Haram Bashi d'Israël, on a le Haram Bashi à Kouchta, de Constantine, on a des Haram Bashi de différents endroits. Okay. Le Rav Rashi, celui qui se trouve pour Yerushalayim, est appelé Rishon LeZion. D'accord. Voilà. Il a une autorité extraordinaire, puisque ce sont les Chachamim du Yerushalayim qui le nomment, et il va représenter. Mais pourquoi c'est très intéressant cette idée, c'est que son rôle n'est pas un rôle simplement religieux, c'est un rôle politique aussi. Et donc, ce Chacham, le premier, Rabbi Moshe Galanti, est comme petit-fils Rabbi Moshe Hagiz. Et lui, alors, il a lutté beaucoup contre aussi Shabtai Tzvi, et se promène un peu partout pour aller ramasser de l'argent pour Yerushalayim, Shadarim, ce qu'on appelait, des Chachamim qui font un peu le tour. Et notamment, il écrit un livre dans lequel il s'oppose à une conception qui, malheureusement, a continué à perdurer tout au long de l'histoire. Alors, à l'époque, la communauté riche, aisée, c'est Amsterdam. C'est la communauté où d'ailleurs certains disciples de Shabtai Tzvi continuent à essayer de rassembler. C'est là où ils continuent à lutter contre l'influence de Shabtai Tzvi. Et à Amsterdam, ils rencontrent des gens qui lui disent « Mais non, il est écrit « Bekol makom asher azkir et shemi, avo alecha uverarticha » À chaque endroit où tu rappelleras mon nom, c'est Akadosh Baruch Hu qui parle au peuple juif, je viendrai pour te bénir. Et il n'y a pas de différence qu'on le fasse d'Amsterdam ou qu'on le fasse de Jérusalem. On a entendu cet argument dans toutes les époques, à toutes les galoutes, l'argument du Yetzer Hara pour ne pas justement comprendre que le but, la flèche, la voie de l'histoire est pour revenir en Israël, se dire « Mais Akadosh Baruch Hu est universel. La Torah a été donnée dans le désert, pour justement diminuer. Vous connaissez tous ces arguments-là, on les entend de manière récurrente. Alors, Rabbi Moshe Hagiz entend ces idées-là, et ils en vont même jusqu'à dire, mais donc, du coup, qu'est-ce que vous faites aller en Eretz Israël ? Pas besoin, ici, comme ça, c'est dangereux. Aujourd'hui, on rajouterait, regardez, c'est peut-être à cause du sionisme que sont arrivés. On connaît toutes les différentes variations de ce thème. Rabbi Moshe Hagiz écrit un livre entier pour répondre à cette question-là, pour s'opposer. Et dans son livre, il définit justement toutes les erreurs. Il dit, pour penser une chose pareille, il y a deux possibilités. Ou c'est de la Hama Haratzut, c'est-à-dire l'ignorance crasse. Ou alors, c'est de la minoute, c'est-à-dire c'est une opinion hérétique. Parce que pour quelqu'un qui a un minimum de connaissances juives, il n'a jamais été dit Bekol Makom Asher Avoyera pour diminuer la grandeur du pays d'Israël. Akadosh Baruch Hu, effectivement, on n'a pas dit qu'une fois qu'on est sorti d'Israël, on arrête la vie juive, elle continue, mais c'est une situation de Bédiaravad, c'est une situation d'exil, c'est une situation qui n'est pas voulue, et dès que vous avez la possibilité, au moins pour encourager, et il a un long texte qui n'est fait que pour justement rappeler à toutes les communautés de Chutz La'aretz que la direction, la voie, le retour est véritablement le but. Et ça, encore une fois, un élément tout simple, dans Chacham, d'Eretz Israël, on pourrait décliner ça à toutes les époques, les Chachamim comme ça. Je donne un autre exemple, peut-être un des plus connus. Là, je prends Rabbi Chaim Ben Attar. Alors, Rabbi Chaim Ben Attar, c'est toute une histoire en soi. Rabbi Chaim Ben Attar, Ora Chaim Akadosh, on lui a rajouté Akadosh, ce qui n'est pas un des moindres, lorsqu'on l'entend. Même si, mais il faut savoir qu'à son époque, dont lui, c'est un rabbin du Maroc, Salé, qui est passé ensuite en Israël, avant de passer en Israël, passer en Algérie et en Italie pour ramasser encore des fonds pour monter en Eretz Israël, pour publier ses livres et ensuite venir en Israël. Je ne rentrerai pas dans tous les détails de sa biographie parce qu'encore une fois, c'est un cours entier que sur lui et c'est vraiment parmi les en parenthèse, c'est une des plus grandes des grands Chachamim. Il faut savoir qu'à son époque, il y avait à peu près 300 Chachamim de son envergure au Maroc. Lui, c'était le plus, l'un des plus simples. On l'a connu parce qu'il a écrit des livres qui ont été reçus après par la Chassidoute. Alors quand les Chassidim ont dit que c'est un grand Chacham, même les Marocains se sont dit, alors d'accord, il faut reconnaître que c'est un grand Chacham. Autrement, des Chachamim comme lui, il y en avait comme ça. Il n'était même pas au Beddin de son endroit, alors que normalement pour un sage marocain, le minimum pour être accepté par ses pairs, c'est de siéger au Beddin. C'est ça, on ne regarde pas les Darshanim ou autre chose. En tout cas, Rabbi
Chaim Azoulay, et je n'enlève rien de sa grandeur de dire qu'il y en avait d'autres. Rabbi Chaim Ben Attar, dont j'enlève rien de sa grandeur en racontant qu'il y avait d'autres Chachamim comme lui, arrive, entre parenthèses, il est proche de parler de la Chassidoute, parce que quand le Baal Shem Tov a commencé, entre parenthèses, on pourrait parler de tout ça aussi avec le Baal Shem Tov. Là, on est aujourd'hui sur les Chachamim Sfaradim, et je ne vais pas dire ça pour, faire de l'ombre à tous les autres qui ont à la même époque. Et c'est très intéressant même sur ce point-là. Le Baal Shem Tov, quand il a commencé tout son enseignement, était un enseignement oral. Le Maggid Mezritch était oral. Il a fallu attendre le Baal Hatanya, qui a écrit, ils appellent ça Torah Shebirtav de la Chassidoute, parce que c'est la première fois où la Chassidoute a été écrite. Mais alors, quels étaient les textes écrits avant le Baal Hatanya? Eh bien, avant le Baal Hatanya, il y avait la Torah orale du Baal Shem Tov, et le Rahaim Akadosh, quand il est arrivé chez les Chassidim, ils ont dit, mais c'est tout à fait notre Torah, c'est tout à fait le Baal Shem Tov. Jusqu'à tel point qu'il y a même une, je sais pas, c'est une légende, ou ce qu'on a, on a essayé de délirer en disant, si le Baal Shem Tov et le Rabbi Chaim Ben Attar s'étaient rencontrés, le Mashiach était là. Tellement que la fusion atomique de grands Chachamim. En tout cas, pour Rabbi Chaim Ben Attar, il passe en Italie et il décide, pour différents aléas et malheurs même qui sont arrivés au Maroc, à la fois sous la forme de famine ou de persécution des différents souverains de là où il se trouvait, monte en Israël. Alors les gens disent, bon, le Roi Chaim est monté à la fin de sa vie, il a créé une yeshiva, où je disais que le Rabbi Chaim, le Haïda, a étudié aussi dans cette yeshiva, ici à Yerushalayim, qu'on a d'ailleurs dans une Rehov Rahaim, dans la ville, où il y a encore la yeshiva du Roi Chaim. Très bien, et puis l'histoire se clôt de cette manière-là, et on peut étudier après les études du Roi Chaim. Ce qu'on sait moins, c'est que derrière tout ça, il y a toute une action pour essayer de faire venir le Mashiach. Et pas simplement avec des tikkunim, comme on l'a dit, de venir à Yerushalayim et de prier, de faire des mitzvot et des yehudim pour amener la Géoula, mais de manière terriblement concrète. Et je pense que c'est important de le savoir et de le connaître. L'histoire est la suivante. Lorsque le Roi Chaim passe, il arrive d'abord en Italie en faisant un tour un peu de toutes les communautés pour essayer de ramasser de l'argent pour fonder cette yeshiva qu'il voudrait faire à Yerushalayim. Donc il reçoit cet argent de Livourne entre autres, mais aussi de Kazalé, de d'autres endroits. Et avec tout cet argent, il monte en Eretz Israël. Le bateau arrive à Akko. Et quand il arrive à Akko, on est en 1740, on lui dit qu'il y a une épidémie à Yerushalayim, il ne peut pas aller tout de suite à Yerushalayim. Donc il attend. Et en attendant, il dit... on fait le Sevev Kivret Tzadikim ou ça. Il dit il faut rencontrer dans le Tzafon, donc du côté de Tzfad et toute cette région-là, et notamment Tibériade. Et remarquez que Tibériade revient. Tout à l'heure avec Dona Gracia, on était aussi sur Tibériade. Il y a plusieurs mitrashim qui disent que la dernière station où le Sanhedrin s'est trouvé, c'était Tibériade, et c'est de Tibériade que le Mashiach revient. Donc il y a une optique de l'endroit où reviendra le Mashiach. Mais c'est pas que ça. On a à Tibériade une personnalité extraordinaire, un autre Chaim. C'est Rabbi Chaim Aboulafia. Alors, Rabbi Chaim Aboulafia, il y en a eu deux. Le premier, Rabbi Chaim Aboulafia, qui est le grand-père de celui dont on parle maintenant, qui était aussi, un siècle avant, parmi les opposants, le Bedin qui a condamné Shabbatai Tzvi. Là, on parle du petit-fils, qui a grandi à Hebron, qui est ensuite passé en Turquie, et qui ensuite est revenu en Eretz Israël. Et quand il arrive en Eretz Israël, avec un groupe de Olim de Turquie, il s'installe à Tibériade. Et pourquoi Tibériade? Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Le Roi Chaim va arriver au moment justement où l'affaire explose à Tibériade. Alors pour nous, Tibériade, on va dire c'est une ville de Kodesh et c'est une ville dans laquelle le Mashiach, je vous en parlais un instant. Oui, mais il y a un phénomène qui est lié au monde musulman. Et ça, c'est très intéressant parce que peu de gens savent que l'ancêtre des pères fondateurs du nationalisme palestinien, c'était l'un des pères fondateurs du sionisme politique en Israël. Alors, les gens disaient, comment comprendre une phrase pareille? Tahar al-Omar. Tahar al-Omar ou Tahar al-Omar, qui était le souverain, le Moshel de Tibériade. D'où il a eu Tibériade, parce qu'il était fils de Omar al-Zidani, qui était d'ailleurs d'origine bédouine de l'ouest de l'Arabie Saoudite, mais qui avait aidé le souverain du Liban, Ash-Sha'abi, de réprimer la révolte des Mu'attilim. Ce sont les chiites du Liban, qui jusqu'à aujourd'hui sont dans les 25%, on en entend encore parler. Et en tout cas, déjà à l'époque, il y avait donc une révolte, le Liban ne savait pas comment gérer cette population-là. Et donc, est venu ce Omar al-Zidani et a aidé. Et en récompense, il a reçu le Moshel, le fait de gouverneur de la région de Tibériade. Jusque-là, tout va bien. Mais il y a différents gouverneurs dans les différentes provinces, un peu donc tout le nord du pays, Tibériade, c'est bien, mais il y a aussi Damas, qui est aussi une province comme ça. Et puis, il y a eu des frictions, des heurts, des luttes armées, notamment du gouverneur de Damas pour reprendre Tibériade. Et qu'a fait ce Dar el-Omar? Alors, il est considéré comme un des fervents, de la nationalité palestinienne, parce que c'est celui qui, justement, a tenu tête à l'attaque du gouverneur de Damas. Mais
Comment faire tout ça? Il dit, c'est très simple, il faut peupler Tibériade. Qui potentiellement peut venir peupler et développer un endroit? Les Juifs. Et donc, il était à celui qui a ramené Rabbi Haïm Aboulafia pour reconstruire Tibériade. Alors, il faut savoir qu'en 1660, il y a eu toujours des tremblements de terre du côté de Tibériade, mais là, il y a eu un tremblement de terre, et Rabbi Haïm Aboulafia est venu avec toutes ses familles pour reconstruire Tibériade. Et c'est celui qui a reconstruit Tibériade. Il a acheté différents kfarim qui sont tout autour de Tibériade, donc différents villages, qu'il a développés. Pekin, Shfarham, dans la région, c'est lui qui les a peuplés avec des activités agricoles. Donc on n'a pas attendu le 19e siècle ou quoi pour ça. Là, on est au 18e siècle. Et en ayant tout ça, Rabbi Haïm Ben Attar dit si j'ai reconstruit Tibériade, c'est formidable. Il faut maintenant faire venir la Géoula. Qui potentiellement peut l'aider à ça? Rabbi Haïm Ben Attar. Rabbi Haïm Ben Attar vient faire ce tour dans le nord des Kivrit Tzadikim. Il arrive voir Rabbi Haïm Aboulafia, lui dit mais reste avec moi. À nous deux, la Géoula est là. Et donc, ils sont les deux ensemble. Et d'ailleurs, dans plusieurs textes, alors je vais en parler dans un instant, mais du Pirouche à la Torah du Ora Haïm, il parle de Haïm. Alors, c'est de lui dont il parle. Non, il parle de Haïm, c'est Haïm, le Mashiach, chez Shmo Haïm, chez Haïm, etc. Ils envisagent la Géoula de manière très, très concrète. Et du coup, ils sont là-bas. Alors, il y a un livre qui a été écrit de Rabbi Yaakov Berav. Alors, c'est pas le Rabbi Yaakov dont je parlais avant, que Berav le connu. C'est un autre, c'est le gendre de Rabbi Haïm Aboulafia, qui a écrit un livre qui s'appelle Zimrat Haaretz. Et dedans, il décrit la bataille de Tibériade. C'est une bataille fameuse, puisque le Moshel de Damas arrive pour attaquer Tibériade. Il y avait un certain Chaim Fahri, qui était un banquier de Damas, qui a entendu la campagne qui s'annonçait. Donc, il a déjà donné les renseignements. Ils se sont protégés, construit des murs de 2 mètres de large. Et alors, on décrit une bataille absolument incroyable, où les obus passaient au-dessus de leur tête, et je relisais ces moments-là en disant, lorsque Akadosh Baruch Hu protège un endroit pour le srout de Rabbi Haïm Aboulafia, la ville est restée intacte. C'est quelque chose d'assez incroyable. Il raconte comment les obus passaient ou avant la muraille, et donc en dehors, ou après dans la mer, dans la Kinneret, et pas dedans. Ils ont voulu tracer des tunnels, toujours l'histoire des tunnels, pour essayer de rentrer dans la ville. Mal fait leur calcul, au lieu d'être d'ouest en est et rentrer dans la ville, ils étaient nord-sud, ils restaient toujours autour des murailles. Des tas de choses comme ça qui sont décrites dans ce livre Zimrat Haaretz, qui est très intéressant à lire, qui a été publié, et on a cette histoire-là. Et Rabbi Haïm Ben Attar dit, mais c'est formidable, il faut rester avec à Tibériade, sauf que j'ai promis en Italie, ils m'ont donné de l'argent pour Yerushalayim, pour une yeshiva Yerushalayim, je ne peux pas maintenant changer la version. Alors Rabbi Haïm Aboulafia envoie des lettres en Italie pour essayer de voir si on ne peut pas changer. Il dit, écoute, je vais d'ouvrir d'abord une yeshiva à Yerushalayim, je reste là-bas 1 an et je vois, et ensuite on voit ce qu'ils disent les Italiens pour pouvoir faire comme ça. Il est resté, il a fait une yeshiva d'1 an, et avant la fin de l'année, il a été mort. C'est 1743, et donc Rabbi Haïm Ben Attar est mort. En 1744, Rabbi Haïm Aboulafia est mort, et du coup, toute cette construction de Tibériade, aujourd'hui on la visite, mais c'est en 1837, il y a eu encore un tremblement de terre qui a encore détruit Tibériade. On l'a pas. Mais pourquoi c'est très important pour nous? Au-delà de la réussite de chaque entreprise, c'est par toutes ces entreprises qui ont été tentées, qui ont été, les tentatives d'amener qu'on a l'état d'esprit qui était qui est porté par les Chachamim en question. Et alors, on ouvre les œuvres du Rabbi Haïm Ben Attar dans les commentaires de la Torah. Non seulement il a dans la série des Chachamim qui nous donne les dates où le Mashiach va arriver. Vous savez, il y a toute une histoire de Mechashvé à Kitsim, ceux qui donnent les dates. Alors tout le monde connaît Tafresh, 1840, c'est la fameuse Kolator, Nishma Barseno, etc. Sauf qu'avant Kolator, il y avait Tafkouf, 1740, ça tombe toujours sur les années comme ça. Rabbi Haïm Ben Attar, il a tout un tas de calculs où il nous décrit exactement comment on calcule par rapport à la destruction du temps pour arriver sur 1740, c'est ça. Donc on est dans 1740, 41, etc. C'est pour eux, c'est vraiment le Mashiach qui doit arriver. Mais ça ne se décrit pas que de cette façon-là. Parce qu'on va dire, bon, alors le Mashiach, on l'attend, Kolator, etc. En tombant ce Kolator pour 1840, après a été, ce qui a porté l'entreprise sioniste réelle en Israël, puisqu'on est avec ce Kolator, et là c'est véritablement réussi, puisque c'est ce qui a commencé les premières implantations, les premiers yishuvim, colonies agricoles, etc. Mais là, en 1840, il dit, oui, mais le Mashiach, il doit venir de 2 façons différentes. Et là, on commence à rentrer dans des choses qui sont plus intéressantes pour nous au niveau de la conception. On parlait au début de la théorie des Chachamim. Il me dit, mais il y a Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Ah, là on commence à entrevoir, parce qu'après on a au nom du Gan de Vilna, et qu'on dit ensuite. Il y a un Mashiach qui est plus spirituel. C'est le Ora Haïm. Chez le Ora Haïm, déjà on le retrouve. Okay. On le retrouve dans les niveaux de Bilam, pour celui qui veut chercher. Là-bas, on a les deux, il décrit les deux dans Korav Miyaakov et Kamshevet Mi-Israël. Il définit les deux, qu'est-ce que c'est que ce Korav. Et il est présent, il y a Mashiach ben Yosef, un Mashiach ben David. Et dans l'un, lui, il ne dit pas ben Yosef, il dit ben Ephraim. Enfin, c'est Yosef. Okay. Et l'un qui correspond à l'aspect plus spirituel, et l'autre avec l'aspect plus concret, physique. Matériel. Et donc, de ce point de vue-là, ce qui fait, en essayant de
repeupler l'endroit, de reconstruire l'endroit, c'est totalement la suite. C'est pas venir pour habiter dans un endroit, l'akim et ashrina ma'afara dans son sens spirituel, c'est au niveau véritablement concret. Vous voyez, il y a une continuité. Je dis de la gratia, et puis on peut voir la suite, de peupler de manière concrète. Ensuite, on a d'autres idées. Il nous explique le fait de la venue du Mashiach lui-même, avec de longs développements, où il explique comment le Mashiach il arrive. Rani, Verochev ala Chamor, Chamor c'est Chomriout, et Chomriout, on a cette dracha-là qui est très ancienne et qui est reprise par le Rachaim. Il le décrit comme étant celui justement qui s'occupe de la Chomriout. Ensuite, le Rav Kook va développer ça énormément. On a de ça, mais on le trouve déjà. Je vais juste traduire en français, parce qu'on a cette image qui est que le Messie va venir sur un âne, sauf qu'en hébreu, Chamor, qui veut dire l'âne, en réalité c'est la racine de Chomer, c'est-à-dire qu'en gros c'est la dimension matérielle. Donc ça veut dire que dans l'aspiration messianique, il y a une dimension de construction de la matière. Voilà. C'est dit. Alors maintenant, le Rafou, bien entendu, a développé ça. Mais ce qui est important, c'est de trouver les germes de ces idées-là tout au long des siècles. Parce qu'on ne peut pas arriver à cette idée. C'est pour ça, encore une fois, pas dans la discontinuité. C'est pas un chidouche tout d'un coup. Arrive le Gaon de Vilna, Mashiach Ben Yosef, le Rav Kook, etc. Et il développe quelque chose qui n'existait pas. C'était présent. C'était parfois sous-jacent. C'était parfois chez les Kharamim qui ne sont pas eux-mêmes pu, par les différentes conditions de vie, arriver en Israël. Mais pratiquement, c'était malgré tout quelque chose qui était présent. Et ce qui fait que quand ensuite les Kharamim Sfaradim voient l'entreprise sioniste, ils disent, mais oui, mais c'est tout à fait, ça ne fait que l'accomplissement de ce qu'on a toujours connu. Et là, je donne des exemples de ça. Alors là, j'avance encore un petit peu, mais on arrive sur l'époque vraiment moderne. Ceux qui ont précédé toute la pensée du retour au niveau laïque, comme au niveau religieux, ce sont des Chachamim Sfaradim. Notamment Rav Yehuda El-Kalai et Rav Yehuda Bibas, qui eux sont à peu près, fin du XVIIIe siècle et tout le long du XIXe siècle, avec le Rav Yehuda Bibas un peu plus jeune, mais avec des idées révolutionnaires. Et je donne quelques... Non, Rav Yehuda Bibas, c'est plus âgé. Plus âgé. Oui. J'ai dit fin du XVIIIe siècle, et un peu plus tard, le Rav Yehuda El-Kalai, c'est une dizaine d'années, pas tellement, plus jeune que Rav Yehuda Bibas, et les deux dans le XIXe siècle ensuite. Bon, ensuite, il a vécu plus longtemps. Alors, mais en tout cas, au niveau des théories révolutionnaires, je vous en donne quelques-unes qui sont très importantes parce qu'après, elles nous ramènent aussi en arrière. Je vous donne l'exemple. D'abord, on a très peu de renseignements sur le Rav Yehuda Bibas lui-même. C'est-à-dire que toute sa bibliothèque a brûlé et on n'a pas ces livres-là. On n'a pas ce qui nous reste comme texte véritablement. On a quelques descriptions, notamment d'une et peut-être deux rencontres du Rav El-Kalai avec le Rav Bibas, et qui raconte comment il a été totalement impressionné par lui. Certains ont dit alors c'est lui qui l'a enseigné. Oui, mais on ne peut pas avec deux rencontres simplement devenir un disciple. Il avait des idées qui se sont rassemblées. Lui, c'était de Gibraltar, ensuite de Corfou. Voilà Et le Rav Yehuda Bibas, certains l'ont rencontré et lui disent ah mais attends, il y a les Grecs qui ont réussi à s'affranchir de l'Empire ottoman par la force des armes. Rav Yehuda Bibas, mais pourquoi les Juifs n'apprendraient pas le métier des armes pour justement s'affranchir de l'Empire ottoman? Idée nouvelle. C'est pas Dona Gracia qui va racheter. Tous ont la même vision, mais quoi faire? Utiliser le côté des armes. Et lorsqu'on apprend cette idée-là, une idée majeure, d'un des grands chachamim qui la défend, on relit et on retrouve quelque chose de très intéressant. C'est évoqué dans une teshuva de Rabbi Yaakov Moshe Toledano, qui était le grand rabbin de Tel Aviv à la création des États d'Israël, et qui a écrit un livre qui s'appelle Yamagadol, les Shelot ou Teshuvot Yamagadol. La dernière des teshuvot de Shelot Yamagadol, il pose la question, est-ce qu'on a le droit d'apprendre le métier des armes ou pas apprendre le métier des armes? On est déjà à la création de l'État d'Israël, donc les années 30, dans ce qui va précéder la création de l'État d'Israël, et il pose cette question-là. On se dit, mais pourquoi? Parce qu'on commence déjà à sentir, j'allais dire, les 100 ans, il y a à peu près 100 ans, les questions qui nous divisent aujourd'hui. Est-ce qu'on doit participer, pas participer? Il dit, mais qui a donné l'idée que lorsqu'on était plus renforcé dans la Torah, il fallait pas se battre? On a l'impression de lire des choses qui sont écrites pour aujourd'hui. Il dit, mais pas du tout. Toute la tradition qui nous dit qu'il faut se laisser faire et qu'on n'a pas le droit d'intervenir et que c'est faut accepter la providence ou les malheurs ou comme ça, est une idée qui ne vient pas de chez nous, qui nous a été influencée de certaines visions de martyrs, de chrétiens ou de pays européens, alors que dans la tradition séfarade, dès qu'on peut se battre, on essaye. Et d'ailleurs, il nous raconte des choses absolument surprenantes. J'ai demandé à beaucoup de chercheurs pour dire, vous avez un renseignement pareil. Il dit, mais d'ailleurs, quand il y a eu l'expulsion des Juifs d'Espagne, Rabbi Yitzhak Abravanel, on connaît le rôle qu'il a eu pour essayer d'empêcher l'expulsion, et qu'il a voulu, on l'a même proposé de rester en Espagne, et puis finalement il a dit non, même avec un minyan, mais il a dit moi je suis solidaire de tout le peuple, on annule le décret, ou je pars avec, il est parti en Italie. Mais il dit, mais Rabbi Yitzhak Abravanel avait organisé non seulement une résistance, mais une possibilité de se battre pour pouvoir défendre les Juifs et empêcher contre l'Inquisition. Et c'est des Juifs moumarim, des renégats qui transfugent aux chrétiens, qui ont révélé l'insurrection de Rabbi Yitzhak Abravanel. On apprend un élément nouveau. Alors encore une fois, c'est pas important, on pourrait discuter historiquement sur la chose. Ce qui m'intéresse, moi, c'est que voilà ce qu'un grand chacham, un posek de halacha, émet comme idée.
et disent c'est ça la manière juive de se conduire. Et il dit lorsqu'on a la possibilité, bien entendu, il faut apprendre le métier des armes, et bien entendu, il faut lutter pour pouvoir défendre le peuple juif. En tout cas, c'était une idée qui n'était pas que séfarade, parce qu'on avait à Yerushalayim, alors une année, je l'avais longuement étudié, quelqu'un a fait une recherche là-dessus, à Gvardia Yerushalayim, à Yerushalmit. La Gvardia Yerushalayim, c'était quand Mea Shearim s'est construit, c'était des chassidim de Mea Shearim, les Neturei Karta, Shomrei Haïr, dans le sens premier militaire de la chose, qui protégeaient le commandeur Yerushalayim de tous les brigands et les falahim qui essayaient d'attaquer le Yishuv. Donc c'était quelque chose de naturel. Ça n'avait pas pris les différentes clivages que ça aujourd'hui. Alors donc, lorsqu'on a le Rabbi Yaakov Moshe Zedano qui nous raconte cette histoire-là, qui décrit une chouva entière pour expliquer le côté actif. On écoute Rabbi Yehuda Bivas qui dit c'est comme ça qu'il faut agir. On comprend que là, il y a quelque chose de totalement différent de ce qu'on entend aujourd'hui. Et ce qui parfois est important, c'est de ramener dans le débat qui est aujourd'hui très très clivant, on a telle position, différentes obédiences, et chacun est redevable vis-à-vis d'une certaine idéologie. Je pense que la conception de ces chachamim-là nous aide, j'allais dire elle est vivifiante un peu, parce qu'elle remet tout d'un coup des éléments qui ne sont pas trop à l'ordre du jour, et notamment ces idées-là. Je vous donne un exemple, Rabbi Yehuda El-Kailai qui a continué, et lui le premier qui a dit est-ce que la Géoula arrive par la Teshuvah ou non? Grand débat, jusqu'aujourd'hui on peut pas avoir la Géoula si on n'a pas d'abord fait Teshuvah, etc. Il dit oui, mais le mot Teshuvah, c'est quoi comme Teshuvah? Et il analyse le fameux passage de la Torah où il y a la Teshuvah de Shiva Tzion. Il dit la Teshuvah dont on parle, c'est pas la Teshuvah spirituelle simplement, c'est la Teshuvah vers Israël. C'est-à-dire que la Géoula n'arrive que lorsque le peuple juif revient physiquement en Israël. Teshuvah veut dire retour. Et donc la question c'est est-ce que c'est retour dans le sens pratique religieuse ou c'est retour dans le sens retour géographique? Absolument. Et donc c'est ça ce qu'il a fallu. C'est quelque chose de très important parce que ce sont des éléments de réflexion qui permettent à désamorcer beaucoup de problèmes. C'est d'ailleurs ce que répondait Rabbi Moshe Hagiz aux gens d'Amsterdam lorsqu'il leur dit mais attendez, vous dites que Bekol Makom Asher Avo et Shemo et qu'aujourd'hui ceux qui sont en Israël sont des mécréants, etc. Il y a toute cette idée qui est déjà présente là-bas. Il dit oui, mais il y a une phrase qui dit que celui qui habite en Israël est comme s'il recevait la Emouna d'Hachem et celui qui habite en Chutz Laaretz, même si c'est un juif pieux, est comme s'il fait la Avodah Zara. On connaît cette Gemara de Maseret Kedouot. Il dit par conséquent, c'est le premier de dire parce qu'ensuite Rabbi Avraham Azoulay, le grand-père du Chida, reprend cette idée-là. Il dit par conséquent, si quelqu'un habite en Eretz Israël, la terre l'aurait vomi. S'il est là, même jamais il nous semble à première vue, de manière extérieure, qu'il n'est pas dans le chemin de la Torah, c'est qu'il doit avoir des mérites aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. On ne peut pas dire du mal d'Israël. Autrement, on reprendrait la conduite des Meragelim. Voilà quelque chose d'important. Et c'est des éléments importants parce qu'ils nous permettent ensuite d'envisager une réalité, une situation qui est beaucoup plus complexe que les dichotomies dont on parlait maintenant. Et d'ailleurs, entre parenthèses, je pense que la société israélienne dans son ensemble est beaucoup plus à même d'écouter un message pareil. Parce que les dichotomies du genre, il faut pour être sioniste se couper de la tradition juive, il faut pour défendre la tradition juive rester enfermé et ne pas s'ouvrir vers tout le côté national, ne sont pas des messages qui portent. Tout le monde comprend que tout le débat est à essayer de pouvoir trouver le bon dosage de progression vers l'avant qui reste malgré tout attaché à la tradition. Et aujourd'hui, la société et la guerre et tout ce que c'est produit n'a fait que rendre encore plus nécessaire ce message qui rapproche. Les gens disent, alors bien sûr, est-ce que c'est au niveau de la halakha, dans le détail de toute la pratique de la halakha? Chacun progressera, et c'est d'ailleurs aussi une conception séfarade, de dire, bon, on est là pour essayer de progresser, d'avancer tous ensemble un peu plus, mais déjà, ça porte quelque chose d'important. Je terminerai par une ouverture sur un sujet qui me semble très important, c'est que tout ce qu'on a parlé là, et on pourrait parler encore longuement, chaque détail d'entre tout ça est un détail, nécessiterait à lui tout seul une rencontre. Hein. Le Rahaïm, c'est vraiment, qui me pardonne au ciel d'avoir expédié en quelques minutes. Et chacun de tous ces grands Rahamim-là. Mais je pense que tout ça, c'est encore en amont. C'est-à-dire dans tout ce qui a précédé les Avot Hatzionut, les pères fondateurs du sionisme, les grands-pères fondateurs, les arrière-grands-pères fondateurs, etc., etc. Mais ce qui me paraît le plus pertinent dans toute la réflexion de la tradition juive, c'est de savoir comment sont les enfants et les petits-enfants du sionisme, c'est-à-dire ce qu'aujourd'hui et ce que l'avenir attend de nous. Quels sont les défis qui nous portent? Et là aussi, on a dans la tradition des communautés de l'exil, et des communautés séfarades en particulier, beaucoup d'éléments qui nous permettent de réfléchir là-dessus. Et je crois que c'est aussi le sionisme. Et je m'explique, peut-être un des points qui est majeur, et ça il faudrait peut-être une fois qu'on en parle plus longuement, c'est que dans les communautés de terre d'islam, le rôle des rabbins, je disais tout à l'heure, le Rishon LeZion, c'est quelque chose qui est aussi politique. Le rôle des rabbins, ou le rôle de la Torah, n'était pas simplement un rôle spirituel. Donc un rôle détaché de la consistance étatique, matérielle, géographique et physique. C'était un rôle qui était aussi, à l'échelle communautaire, à essayer de trouver des solutions pour les problèmes économiques, sociaux, politiques, dans tous les différents domaines, hygiéniques, enfin, comment régler la vie dans ses aspects les plus laïques. Aujourd'hui, on l'appellerait ça. Or non,
Ces Chachamim-là, en ayant développé ça, nous donnent des réflexions pour voir comment approcher, sur la base de la tradition juive, sur la base des valeurs juives, les questions de la vie de tous les jours et pas simplement les questions spirituelles. Et ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, le défi profond de l'État d'Israël, une fois qu'il est aujourd'hui constitué, et dans l'espoir de finir avec tous les menaces et les attaques extérieures, mais c'est de savoir quel genre de société on voudrait pour notre peuple. Et ce genre de société, influencée par la Torah, mais dans la Torah qui sait réagir, qui sait créer, innover sur la base des valeurs de la Torah, des solutions à des problèmes qui n'existaient pas avant, eh bien je pense qu'on peut aussi l'étudier sur la base de Chachamim. Alors pas leur solution, parce que c'est pas les mêmes problèmes, mais sur la manière dont ils ont géré. Et ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque des communautés séfarades, les Chachamim étaient un peu plus de la Torah d'Eretz Israël dans les pays où ils se trouvaient. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on revient en Israël, on cherche Torah d'Eretz Israël. C'est quoi Torah d'Eretz Israël? La Torah qui essaie de parler des problèmes de l'État. Eh bien la Torah qui parle des problèmes de l'État était déjà, alors pas de l'État, de la communauté, mais c'était déjà des problèmes très larges. Et peut-être on peut s'inspirer de tout ça pour pouvoir entrevoir ce genre de choses-là. Et c'est ce qui fait que, même historiquement, les premiers à avoir développé physiquement le nouveau Yishuv, à quitter le Yishuv à Yashan, c'était des Chachamim Sfaradim. Les premiers qui sont sortis d'Yerushalayim, c'était Rabbi David ben Shimron. On connaît tous, alors tout le monde dit Nahalat Shivra, 1860. Oui, sauf que Nahalat Shivra, c'est Montefiore qui a construit un hôpital, et en disant les gens venaient habiter là-bas. Oui, mais moi, j'irai dans cet endroit-là, qui voudrait habiter à un endroit ouvert, où les dangereux. C'est qu'ensuite, Nahalat Shivra, là je parlais de Mishkinot Shanaim, pardon, Mishkinot Shanaim, Nahalat Shivra, c'est venu bien après. On avait en 1865, Mahane Israël, Rabbi David ben Shimon de la vieille ville, qui voit qu'on ne peut plus habiter, qui fait le premier quartier en dehors des murailles. Ensuite, il y a Nahalat Shivra, 1869. Donc, et c'est la même chose pour Yafo, c'est la même chose pour Tveria, c'est la même chose pour Haïfa, etc. On a cette extension. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de naturel. La Torah doit gérer la vie. Et la vie, parfois, elle demande de réfléchir sur les questions d'urbanisme, des questions d'économie, des questions de la société, des problèmes. Et ces problèmes-là ne sont pas simplement des problèmes d'ordre religieux. Eh bien, je pense que dans cet esprit-là, c'est peut-être pas simplement une vision rétrospective sur le sionisme, mais une vision qui nous avancer vers ce que sera, ce qu'on peut contribuer à ce que là, pour nous, l'attente et la venue du Mashiach, qu'on espère régler l'ensemble. On parle il ne faut pas oublier, les gens on parle de Melech HaMashiach. On ne parle pas de Rabbeinu HaMashiach, on ne parle pas de Rosh Yeshivat HaMashiach. Le Mashiach, c'est Melech, c'est-à-dire c'est une dimension nationale, politique. Donc, de gestion du réel. De gestion de l'État. C'est pas, on parle de faire des guerres, on parle de s'occuper de toutes ces choses-là. C'est ça ce qui nous importe. Et là-dessus, on a de quoi réfléchir sur tout l'ensemble de la tradition. On n'est pas obligé pour étudier ce genre de questions-là, de se couper de tout l'ensemble de ce qui a été prévu. Je trouve que le mot qui revient énormément dans tout cet enchaînement de Chachamim qu'on a vu depuis Rabbi Yosef Karo, Rav Chagiz, le Rav Chaim Akadosh, le Rav Elkalai, etc. La manière dont vous faites passer ça, c'est une dimension d'évidence, de naturel. Évidemment qu'on veut contribuer au retour, évidemment qu'il faut faire quelque chose pour le retour et qu'on ne doit pas tout attendre, etc. Et en fait, je pense que ça pose une question, il faudra qu'on l'ouvre peut-être dans une prochaine réflexion ensemble, ça pose la question de... Ça paraît tellement naturel et tellement authentique, qu'est-ce qui s'est passé de l'autre côté du judaïsme, qui était le judaïsme majoritaire, qui était au niveau du nombre, le judaïsme ashkénaze, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il n'y ait plus cette authenticité-là, pour qu'il y ait eu cette brisure, pour qu'on ait besoin de réinventer la roue, etc., et que ce ne soit pas dans la même continuité? Je pense que c'est une question qui est... Je veux dire un élément de réponse. C'est un sujet très vaste, mais je donne un élément de réponse qui est très important. C'est que le poids de Tzfat, de l'expulsion d'Espagne et de Tzfat, donc Rabbi Yosef Karo, donc le Harizal, la Kabbalah, le XVIe siècle, est tellement majeur et important que ça reste pour nous la référence. Donc Rabbi Shlomo Elkabetz, donc toute cette pensée-là. Le XVIIe siècle a amené Shabtai Tzvi, qui a été un traumatisme. Il a touché aussi les communautés séfarades comme les communautés ashkénazes. Eh bien, à partir d'un certain moment, le traumatisme de Shabtai Tzvi, n'oublie pas que c'est l'époque de Shabtai Tzvi d'un côté, et de l'autre côté, c'est le début de la philosophie moderne, dont Spinoza, dont le moment dans lequel on commence à avoir une pensée qui se détache de la tradition pour penser à la modernité. Eh bien, cette période-là a pour beaucoup crispé la pensée politique. Et du coup, on a s'est méfié. Un point important. Aujourd'hui, quand on parle de messianisme, vous avez ça aux informations en France pour dire les messianiques, les gens sont des messianiques. C'est devenu une insulte. Bon, pour nous, la Géoula, le Mashiach, c'est la plus belle chose qui puisse être. C'est le fait de dire qu'on espère agir pour avoir un avenir meilleur que celui qu'il est. Que le monde qui doit être n'est pas le monde tel qu'il est aujourd'hui. Et qu'on essaye de faire progresser le monde. L'idée du progrès, c'est ça l'idée de Mashiach. Comment les Chachamim, ces paradigmes l'ont vu? En disant une chose très simple. Il y a une Gemara qui dit, quand le temple a été détruit, le Tisha B'Av, le jour de Tisha B'Av, le Mashiach est né. Pourquoi? Parce que le temple est détruit. C'est là où commence la possibilité de réparer. On va remonter maintenant. On est toujours dans l'idée de faire le tikkun. Et ben donc, c'est à partir de ce moment-là
là que le Mashiach commence. À chaque fois tout au long de l'histoire où il y a eu des événements positifs qui font progresser dans un sens ou dans un domaine ou dans un autre, les Chachamim ont dit on avance vers la Géoula. Puis après, il y a eu un débat aujourd'hui. L'État d'Israël, dans la prière pour l'État d'Israël, il écrit « Réchit Semichat Géolatenu ». Vous ne savez pas le nombre de gens que j'ai entendu discuter et débattre. On traduit Réchit, c'est-à-dire le début, le commencement de ce qui fait germer Tzmicha Géolatenu. C'est très modéré comme le début du commencement de Réchit Semichat Géolatenu. Pour ne pas en dire trop. Nous, on pourrait dire on est déjà bien avancé au niveau... Bon. Alors, il y a des débats. Mais est-ce que ça s'appelle ça? Qu'est-ce que c'est que Tzmicha, Géoula? Qu'est-ce que ça tralta? Comme s'il s'agissait d'une halakha de Shabbat, de Yichot Borer, qu'est-ce que la définition de la Melacha? Mais pour les Chachamim Sfaradim, ils emploient, j'allais dire à tort et à travers, pas à tort et à travers, à chaque fois quelque chose de positif. Je crois qu'on a parlé du Rabbi Khalfon Cohen de Djerba. Il dit il y a 13 siman que la Géoula, les nitzotzot à Géoula. Pour les étincelles, il y a des routes qui sont construites, formidable. S'il y a des routes, c'est formidable. On peut comme ça. Des tas de choses qui sont comme ça. Tout ce qui est positif est une avancée. Donc, la Gratia arrive, la Géoula. On n'a pas ce débat un petit peu, je dirais, dogmatique pour essayer de voir qu'est-ce qui est et de créer des dogmes. Et du coup, ça donne une plus d'élasticité à la pensée et qui permet d'entrevoir une situation qui nous est inconnue. On ne connaît pas l'avenir, on ne sait pas ce qui nous est réservé. Donc, on garde de manière très très solide. Et je crois que c'est ça le secret, le cœur de toute cette, de cette réflexion. C'est d'un côté un attachement absolu, indéfectible aux valeurs profondes de la tradition, donc de la Torah, donc du pays d'Israël, donc du peuple juif, donc toutes ces choses-là. J'oubliais tout à l'heure de raconter comment le Rachaim il présente dans un texte exactement Torah Israël, Eretz Israël et Am Israël, les trois sont présents, c'est pas des inventions modernes, tout ça, c'est écrit, etc. Donc on a ces trois éléments-là qui sont profondément, de manière indéfectible, sans aucune, et ensuite, une grande marge d'élasticité pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, comment arriver, comment adopter, comment et sans dogmatisme, sans dire c'est ceci ou c'est pas cela, etc. Ça va se produire comme ça. On n'en sait pas grand-chose. Akadosh Baruch Hu fait, on essaie de progresser de la meilleure manière possible. C'est de faire avancer avec lui. Et du coup, on est dans ce message-là, à la fois le monde orthodoxe, s'il accepte, il comprend qu'on est profondément attaché dans la tradition séfarade avec tous nos chachamim à la Torah de manière absolument indéfectible, sans aucune, et c'est de là que sort toute cette manière de réfléchir. Et par rapport au monde laïque, en lui disant mais on n'a rien de menaçant en présentant tout ça. Au contraire, c'est pour essayer d'aider à faire progresser le pays d'Israël dans ce qu'il a de mieux. Voilà à peu près la position qui me semble toute simple. Finalement, c'est pas quelque chose d'original. Et la nouveauté et la simplicité. Voilà c'est à peu près ça. Merci beaucoup Rabbi Yitzhak Chouraki, c'était un plaisir et j'espère qu'on aura d'autres occasions d'approfondir dans la pensée des sages séfarades et on espère des bonnes nouvelles pour Am Israël et Yom Ha'atzmaut Sameach. À très très vite.